Bonsoir à tous. Je suis Michel Cogent, le président de la Fondation MSF, et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette réunion de présentation des comptes et des activités de la Fondation. Comme vous le savez, la Fondation agit au carrefour de 3 disciplines: la médecine humanitaire, les technologies numériques et la connaissance humanitaire de façon plus générale. Son action est orientée vers l'innovation et l'amélioration des pratiques médicales de terrain et est totalement ancrée dans MSF d'assistance médicale aux personnes les plus vulnérables. Cette soirée vise à vous tenir informés de l'exécution de notre budget et des avancées de nos programmes qui reposent pour l'essentiel sur votre générosité, dont je vous remercie très sincèrement. Après une vidéo des actions de la Fondation 2021, je vous donnerai quelques éléments financiers sur cette même année 2021 et l'année en cours pour ensuite passer à une discussion focalisée sur l'un de nos programmes essentiels, le programme 3D de mise au point et d'utilisation sur certains terrains d'intervention MSF d'équipements en faveur de patients brûlés ou amputés. Regardons donc cette vidéo. Changer la vie de grands brûlés en Haïti, lutter contre l'antibiorésistance, limiter la propagation d'épidémies au Niger. En 2021, vous avez été 3274 à nous faire confiance et à faire avancer la recherche opérationnelle et l'innovation. Chacun d'entre vous joue un rôle essentiel pour permettre à la Fondation MSF d'aller au bout de ses explorations innovantes. En effet, nous nous attachons à apporter des solutions aux problématiques médicales observées sur les terrains d'intervention par les équipes MSF. Cela peut être une pathologie, un manque d'accès au diagnostic ou encore un manque de suivi dans la rééducation du patient. Grâce à la mise en commun des ressources et connaissances uniques de MSF avec les compétences externes de partenaires engagés et experts sur des technologies et des savoirs complémentaires, la Fondation MSF crée des outils médicaux de prévention, de diagnostic et de prise en charge qui améliorent les traitements des patients sur les terrains MSF. En 2021, votre soutien a permis la poursuite du développement de plusieurs projets majeurs comme Antibiogo, l'application d'aide au diagnostic gratuite contribuant à lutter contre l'antibiorésistance, une menace majeure reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. En facilitant la lecture et l'interprétation des antibiogrammes, elle aide les médecins à prescrire les antibiotiques les plus efficaces à leurs patients. Le programme 3D, une solution pour équiper un plus grand nombre de patients amputés ou brûlés de prothèses et de masques compressifs dans des pays où cela était impossible jusqu'à présent. En faisant le pari de la technologie 3D, la Fondation offre une prise en charge essentielle à la guérison des patients et leur permet de retrouver de l'autonomie, la fonctionnalité de leurs membres, un rôle dans la société ou encore de conserver leur travail. Alerte épidémie. Un système d'alerte digitalisé pour une réponse plus efficace aux épidémies. Cette plateforme numérique est spécialement adaptée pour les zones ayant une connexion Internet extrêmement limitée. Elle permet aux utilisateurs d'identifier et de signaler instantanément les alertes de cas de maladies infectieuses comme le Covid-19, mais aussi la rougeole, la méningite et le choléra, permettant ainsi une réponse plus rapide et ciblée. Diatropix, pour améliorer les outils de diagnostic pour les patients atteints de maladies tropicales négligées et autres pathologies. L'objectif de ce projet est de développer les tests de diagnostic rapide pour pouvoir les utiliser dans des lieux où il n'existe pas de laboratoire spécialisé. Les équipes de la Fondation MSF coordonnent le travail de définition des caractéristiques des 2 tests de diagnostic rapide, celui de la rougeole et de la méningite. Grâce à un résultat immédiat qui permettra de confirmer ou d'infirmer un diagnostic, le patient pourra immédiatement être pris en charge et bénéficier du traitement dont il a besoin. Dans le cadre de maladies à potentiel épidémique, ces tests permettent de limiter la propagation du virus en identifiant à temps l'épicentre de l'épidémie, afin de lancer rapidement des campagnes de vaccination de rattrapage et ainsi limiter la propagation de celle-ci. Les ressources de la Fondation MSF proviennent à 77% de la collecte de fonds privés qui s'élève à 2,6 millions d'euros.
La Fondation MSF mobilise 83% de ses dépenses pour ses missions, avec 2,9 millions d'euros consacrés à ses projets opérationnels et aux programmes qu'elle soutient. En complément, 9% des dépenses sont consacrées aux frais de fonctionnement et 8% aux frais de collecte. Nos comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes Ernst & Young Audit. Vous en retrouverez l'intégralité sur le site de la Fondation MSF. Une nouvelle fois, merci pour votre soutien qui permet à la Fondation MSF de se développer, d'accompagner et d'outiller les équipes de terrain pour améliorer la prise en charge médicale dans les situations humanitaires où MSF intervient. Alors, après cette présentation en images, quelques chiffres pour évoquer l'année 2021. L'année 2021 qui présente un excédent comptable de 201 000 euros. Vous avez dans un tableau qui est d'ailleurs un petit peu compliqué, là, vous avez en colonne les charges ou investissements, en milieu les produits ou les ressources, et puis un résultat, un solde sur la colonne de droite. Et puis en ligne, vous avez les différentes rubriques d'activités, que ce soit les activités directement opérationnelles ou les activités immobilières, puisque je vous rappelle que jusqu'à cette année, la Fondation porte l'immobilier de l'association MSF Logistique. Alors, par construction, on note que pour chaque activité, un équilibre produit-charge et au total, donc un résultat excédentaire d'un peu plus de 200 000 euros. On a un excédent de 257 000 euros sur les activités opérationnelles et un léger déficit structurel de 55 000 euros sur les activités immobilières. Et ce déficit, après affectation du résultat, vient diminuer la réserve d'investissement qui est constituée à cet effet. Dans une présentation un tout petit peu plus classique du compte d'exploitation que vous allez sûrement voir maintenant, on retrouve les 201 000 euros de bénéfices pour l'année, de résultats positifs pour l'année 2021. On retrouve aussi les activités opérationnelles d'un côté, les activités immobilières de l'autre, et puis un aperçu du bilan. C'est un bilan d'un peu plus de 23 millions d'euros. On verra qu'en 2022, le bilan aura diminué par la cession des activités immobilières. Donc un bilan à l'actif, cet immobilier, à l'actif des créances d'exploitation et une trésorerie qui est tout à fait confortable pour permettre de conduire sans inquiétude de court terme les actions de la Fondation, et au passif des fonds propres et essentiellement des fonds dédiés, et puis des créances d'exploitation ou des dettes d'exploitation, notamment liées à l'activité immobilière. Alors, si on regarde un petit peu maintenant les différents projets, les chiffres pour les différents projets, il est intéressant de regarder les montants investis chaque année sur les différents projets que l'on doit aussi situer dans leur cycle de vie. Les projets ont chacun leur vie propre et en général, quand même, il y a quelques catégories. Il y a d'abord quelques stades. Il y a d'abord la remontée d'un besoin d'un terrain de MSF. Il y a une phase ensuite de conceptualisation. Il y a une phase d'implémentation et de déploiement sur le terrain. Et puis, il y a en général, où il va y avoir une phase de transmission ou de transfert de responsabilité vers une autre entité. Donc, vous avez là les différents montants investis sur la période 2017-2022. Pour le projet 3D, on voit qu'on est dans une phase toujours de déploiement, particulièrement sur 2022. Pour la fièvre jaune, on s'aperçoit qu'on aura dépensé un peu plus d'1,2 million. On est plutôt en fin de ce projet-là, ce qui est tout à fait l'inverse du projet des tests de diagnostic rapide, où on voit qu'il y avait un investissement tout à fait mesuré jusqu'à présent, et on va plutôt faire cet investissement sur 2022. Sur Antibio, alors là, il y a là aussi une montée en puissance, et puis surtout, ce sera sur cette qu'il y aura un investissement de déploiement, mais en tout cas pour un montant très significatif. Au total, ce seront plus de 2,5 millions qui auront été investis sur ce projet. Les deux autres projets sont un tout petit peu plus petits. Ce sont les projets d'alerte épidémie au Niger et de déploiement d'une application Afia Yetu. Et ces deux programmes sont en cours de transmission aux équipes locales.
Alors, un tout petit mot sur l'année 2022 maintenant. Un mot bref. On a cette même présentation qui, avec un va s'afficher négatif à moins 3,5 millions. Ça ne vient pas du tout des activités opérationnelles qui affichent toujours un léger excédent de 274 000. Alors, on est là dans les prévisions, ce ne sont pas des chiffres bien sûr définitifs pour l'année 2022. Les 3,5 millions de déficit, ils viennent de cette opération de transmission du patrimoine de la fondation, le patrimoine immobilier de la fondation vers l'association MSF. C'était historique. La fondation avait été la structure juridique retenue à l'époque pour porter l'immobilier de MSF Logistique à Bordeaux-Mérignac. Il a été décidé qu'il serait plus rationnel, que la fondation se focalise sur son cœur d'activité. Et donc, ceci conduit à des écritures comptables qui conduisent à une perte de 3,5 millions, mais des pertes qui sont en fait qui n'ont pas d'impact sur les fonds propres, puisque cela revient à absorber la réserve d'investissement qui avait été constituée à cet effet. Donc, on a un bilan 2022 qui est plus léger pour la Fondation. La Fondation devient une structure véritablement focalisée sur ses activités, sur ses programmes opérationnels et sur sa vocation d'innovation dans les pratiques médicales en terrain précaire. Pour donner un tout petit peu de couleur quand même à cette présentation, au-delà des chiffres, deux ou trois rappels de faits sur 2021 et quelques éléments sur 2022. 2021 était marqué notamment, mais on pourrait citer plein d'autres sujets, par Alerte Niger, qui avait été déployée avec succès dans la région de Maradi, cette application. Il y a eu également, en fin 2021 et 2022, la fin de la phase d'évaluation clinique d'Antibiogo, avant son entrée, avant sa certification en 2022, que l'on voit ici, et puis son déploiement maintenant sur différents terrains. Et puis, il y avait eu notamment l'intervention en Arménie des équipes de programme 3D suite aux violences qui avaient eu lieu fin 2020 en Arménie. En 2022, donc, la certification d'Antibioco, il a été obtenu en mai dernier le marquage CE qui permet à l'application d'être reconnu comme un logiciel de diagnostic médical in vitro. Et puis maintenant, il y a un déploiement sur différents terrains, le Mali, la RCA, la Jordanie, le Yémen, et ça se fera plus largement sur la suite. Le projet au Malawi, c'est le programme IA4CC, c'est-à-dire ces travaux de R&D pour utiliser des ressources d'intelligence artificielle pour aider au diagnostic du cancer du col. Et puis, nous avons enfin une actualité sur le programme 3D avec le lancement de l'étude de recherche en IT. Et ce programme 3D me permet de faire la transition vers la table ronde qui va donc porter très largement sur l'appréciation, sur la description et puis un retour d'expérience sur ce programme 3D. Et donc, je passe la parole à Nicolas Motis, qui est un des administrateurs très engagés de la Fondation et qui va animer cette table ronde. Voilà, Nicolas. Merci beaucoup, Michel, pour le point rapide sur les comptes. Alors, c'est des informations qui sont disponibles sur le site, donc on peut avoir beaucoup de détails. Si je prends ma casquette d'administrateur, je peux dire que les comptes sont clairs, la Fondation est bien gérée et permet de faire des projets. Et donc, aujourd'hui, on va faire un zoom sur l'un de ces projets avec plusieurs intervenants. Donc, je vais laisser se présenter rapidement. Donc, tout d'abord, Pierre Moreau. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Moreau, je suis kinésithérapeute de formation et je suis le coordinateur clinique du projet 3D depuis 2016 maintenant. Clara. Il faut appuyer sur le petit bouton, c'est pas très pratique. Clara Normand, donc je suis la directrice de la Fondation MSF depuis 2016. Et auparavant, j'étais pendant un peu plus de 5 ans sur le terrain. Et avant, j'étais dans une autre carrière en Asie du Sud-Est. Isabelle, alors je ne sais pas écorcher ton nom, Mouniaman. Oui, bonsoir à tous. Isabelle Mouniaman, je suis la directrice adjointe des opérations de MSF et membre du comité de pilotage du projet 3D à la Fondation depuis le début. Voilà.
Donc, ravi d'être avec vous. Merci. Et puis, on a également en ligne avec nous Valérie Chauvineau-Mortelette, qui est basée à Hyères, au centre Léon Bérard. Donc, Valérie doit être en ligne. Je la laisse peut-être se présenter rapidement. Donc, je me présente Valérie Chauvineau, je suis médecin MPR, donc spécialisée en médecine physique et réadaptation. Je suis également chef de service dans le service de réhabilitation spécialisé des brûlés à l'hôpital Léon Bérard, où je travaille depuis plus de 15 ans. Donc, effectivement, j'ai une double casquette, la réadaptation et la prise en charge des brûlés, donc avec effectivement un partenariat avec Pierre Moreau là, depuis 2017, si mes souvenirs sont bons. Très bien, merci Valérie. Donc, on a 4 témoins pour parler notamment d'un projet qui s'appelle le projet 3D. La table ronde va être organisée en 2 temps. Donc, on a un premier temps qui va permettre d'aller un petit peu dans le détail du projet, de comprendre ce à quoi il correspond, dans quel type d'usage il s'insère. Et puis ensuite, on prendra un peu de temps pour essayer d'extrapoler à partir de ce projet sur les pratiques de la Fondation, comment la Fondation choisit ses projets de développement, jusqu'à quelle étape elle les gère. Donc ça permettra de faire le lien avec ce qui a été présenté par Michel, notamment sur toute une série de projets qui existent ou qui sont sur le point d'être engagés par la Fondation et pour lesquels, bien sûr, on a besoin de financement. Alors, première question pour Clara. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le projet 3D pour ce soir? Le projet 3D, c'est le projet, si on remonte à 2016, qui est l'année de rénovation de la Fondation en tant que structure qui porte l'innovation et en tant que la Fondation comme laboratoire d'innovation. Donc, je mets les activités du CRASH qui préexistaient de côté. C'est le premier projet qu'on ait initié. Donc, en 2022, ça fait 6 ans. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir profiter de cette séance d'échange aujourd'hui pour rentrer en profondeur dans un rendu compte d'un projet que les donateurs certainement connaissent le mieux puisqu'ils le suivent régulièrement avec toutes les informations qu'on leur transmet depuis 6 ans, de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on a fait de tous ces investissements, comment le projet a évolué. Et puis, à travers ce projet, on va aussi pouvoir parler du modèle qu'on a construit depuis 6 ans, sur le modèle de ce qu'on appelle la fabrique à projet, en fait, quelle est notre méthodologie, et se poser une question qui est de se dire, quand on pense à un laboratoire d'innovation ou à un incubateur, on pense plutôt à une structure de flux qui fait rentrer des projets qui ensuite les passent. Et donc, c'est une question assez légitime de se dire pourquoi, après 6 ans, on est encore fiers et on a encore envie de porter le projet 3D après de si nombreuses années. Donc, c'est un des plus anciens projets de la Fondation. C'est un projet sur lequel il y a déjà beaucoup de réalisations et sur lequel on pourrait imaginer des développements. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Juste pour bien comprendre, vous avez vu dans la vidéo un certain nombre d'images et de photos sur des objets techniques donc, qui renvoient au titre du projet, 3D, donc 3D pour impression 3D. Alors, Pierre, c'est quoi en fait exactement ces objets que l'on imprime en 3D, masques et prothèses? Ça sert à quoi et pourquoi est-ce qu'on produit ce type d'objets? Alors, en fait, on a surtout 2 applications principales pour le projet 3D. On a un volet sur les prothèses et on a un volet sur les masques de compression. Alors, on va aller sur le plus simple pour commencer, les prothèses. Pour les patients amputés du membre supérieur, on a souvent des solutions pour Donc, c'est uniquement les membres supérieurs, hein, c'est uniquement les bras. Ouais, on s'occupe que du membre supérieur. On a des choses souvent sur les terrains pour le membre inférieur, mais beaucoup moins pour le membre supérieur. Et donc, pour le membre supérieur, on imprime l'ensemble Par contre, pour les masques du visage, c'est des appareillages qu'on utilise chez les patients qui sont brûlés au visage pour essayer de limiter les conséquences de leur brûlure. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est quand on a eu une brûlure, si on n'a pas ce type de masque de compression, le visage ne se reforme pas, en fait. Pas les termes techniques, hein, je ne suis pas médecin, mais ça permet de régénérer, en fait, toute la partie, toute la face, en fait, grâce à cette compression. C'est ça l'idée, en fait. En fait, la peau, elle va cicatriser, quoi qu'il en soit, mais on va essayer d'éviter le plus possible qu'elle cicatrise mal en faisant des hypertrophies, par exemple. Donc, la peau, elle gonfle, donc on va essayer de la comprimer pour éviter qu'elle gonfle et qu'elle soit le plus souple possible et éviter ces complications. Et ça, on sait que ça marche maintenant. On a pu le tester. Alors ça, c'est quelque chose qui marchait déjà à l'époque. Nous, ce qu'on a amené, c'est simplement, on a démocratisé la technologie 3D pour utiliser ce type d'appareillage-là. On n'imprime pas le masque définitif, mais on va imprimer un intermédiaire qui va nous permettre de le mouler ensuite pour pouvoir faire le
le masque définitif. D'accord. Et autour de cet objet physique, il y a tout un programme de rééducation. Donc, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Ça sert à quoi et ça consiste en quoi? En fait, l'appareillage, c'est juste une toute petite partie de notre activité et qui cache, en final, la rééducation de tous ces patients et leur suivi. Donc, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On imagine bien que les patients qui sont amputés, c'est à vie, et donc il faut un suivi à vie. Pour les patients qui sont brûlés, on parle aussi en années, en mois au minimum, et parfois 1 an, 2 ans de suivi. Donc, c'est des patients qui vont suivre une rééducation intensive pour essayer d'optimiser les résultats pour les brûlés et d'essayer d'adapter au mieux leur situation chez les patients amputés. D'accord. Et ça, c'est un projet qui a démarré dans quel pays et qui existe aujourd'hui dans quels autres pays? Alors, on a démarré en Jordanie. Et en Jordanie, c'est le seul pays où on a le projet sur les prothèses de membre supérieur. Actuellement, il n'y a que en Jordanie où on le fait. On s'est intéressé à l'ensemble de l'avant-bras, mais aussi aux patients qui sont amputés des doigts, de la main. Pour ce qui est de la brûlure, on a aussi commencé en Jordanie 1 an plus tard, donc en 2018. Et après, on a commencé à aller un peu plus loin, donc en Haïti, à partir de 2019, à Gaza, à partir de 2020. Et après, plus sporadiquement, en Arménie en 2021. Et on a fait du support sur d'autres terrains. Donc, c'est un projet qui est déjà déployé dans pas mal de pays, en fait, par rapport à une dimension assez expérimentale. Alors, il y a une question associée à ça, c'est la volumétrie. Dans la fiche qui décrit le projet, là, on a eu des chiffres financiers, mais c'est des projets qui permettent de traiter combien de patients, pour donner un peu d'idée sur ce que ça permet d'apporter comme soin. On l'a dit, en fait, c'est des prises en charge qui sont longues, c'est des prises en charge qui prennent du temps, qui demandent beaucoup d'investissement aussi. Donc, au final, c'est des volumes patients qui sont relatifs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à 310 patients depuis le début du projet qui sont traités, toutes applications et tout pays confondus. Et c'est des patients, pour certains, qu'on continue à suivre depuis 2017. On a, par exemple, en Jordanie, des enfants qui avaient à l'époque entre 3 et 12 ans et qu'on continue à suivre, qui sont toujours dans le projet aujourd'hui pour les prothèses. Très bien, donc c'est clair. Alors, j'en profite pour préciser que vous pouvez poser des questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez des précisions, on peut tout à fait prendre les questions et les traiter en direct pendant la table ronde. Donc, le projet, je pense, est assez clair. C'est un projet qui est en général fait au travers de partenariats. Et donc, je vais peut-être passer directement la parole à Valérie qui pourrait expliquer, et puis à Pierre, tous les deux ont été des acteurs clés dans ce partenariat. Pierre, peut-être pour introduire Léon Bérard, et puis ensuite Valérie qui nous expliquera dans quelle mesure elle peut contribuer à ce projet 3D. Ouais, donc, tout à fait. En fait, quand on a commencé la partie sur la brûlure en 2018, il nous a fallu nous rapprocher de structures expertes avec qui on pouvait développer ce projet et développer un peu tout le côté technologique. Donc, on s'est rapproché de Léon Bérard qui avait déjà une expérience dans le scan et dans la technologie 3D. Et c'est là où on a rencontré Valérie qui va pouvoir nous en dire plus un petit peu sur le développement de cette collaboration. Oui, alors effectivement, je pense que pour effectivement gérer de l'appareillage d'un point de vue brûlure, il faut d'abord avoir les compétences en termes de brûlure. L'hôpital Léon Bérard et le service de rééducation des brûlés prend en charge des brûlés depuis les années 70. On a été un des premiers services en rééducation pour la prise en charge des patients brûlés. Et c'est vrai qu'on avait aussi une petite longueur d'avance sur l'utilisation des technologies 3D. On avait pu acquérir un scanner donc pour déjà travailler sur empreinte numérisée, donc en relais du plâtre qui était utilisé dans les années 70 depuis 2010. Donc on avait déjà quelques années d'expérience dans l'utilisation des technologies 3D quand on a été contacté par Pierre Moreau. Voilà, mais très intéressé aussi de notre côté parce que effectivement les premiers à l'utiliser, on va dire pour la confection des appareillages des patients brûlés en France, mais avec aussi beaucoup de questionnements. Et donc la rencontre avec Pierre Moreau, avec son équipe, a été aussi l'occasion d'échanger sur l'utilisation des technologies 3D. Donc nous apporter de l'expertise et aussi bénéficier finalement déjà de l'expérience aussi de l'équipe de MSF sur ces technologies 3D. Donc on a eu finalement ces échanges en fait de pratiques sur la brûlure, sur les technologies 3D, donc ont permis de mettre sur pied
le projet, une collaboration qui a fait progresser, je dirais, et notre équipe et qui a permis à certains patients gérés par MSF, d'accéder à un appareillage très technique finalement. Je ne sais pas si je suis très claire. En termes de performance technique et de complexité, comment est-ce qu'on peut comparer les solutions que vous utilisez en France avec les solutions déployées par MSF sur les différents terrains qu'on a évoqués? Alors finalement, je pense que les appareillages actuellement dont bénéficient les patients traités par MSF et nos patients sont finalement très similaires. On réalise donc ce qu'on appelle une prise d'empreinte au scanner avec les mêmes outils. On travaille désormais sur les mêmes techniques de rectification numérique. Alors après, les étapes de fabrication du masque ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je pense que les appareillages sont tout autant de qualité pour nos patients équipés en France et pour les patients équipés à distance. Alors, on a peut-être plus de facilité après sur le suivi parce qu'on sait que voilà, les patients équipés sur terrain humanitaire sont peut-être plus difficiles à suivre au quotidien, au long cours, etc. On ne travaille effectivement pas dans les mêmes conditions, on va dire, environnementales, mais en termes de qualité d'appareillage, je pense qu'on est sur des appareillages qui sont assez similaires. Et en termes d'apprentissage, si vous deviez citer un point sur lequel vous avez appris d'MSF? Alors, appris d'MSF, énormément, je pense, sur la manipulation des technologies 3D. C'est vrai qu'on a appris avec eux. Il faut quand même savoir qu'avant notre partenariat avec MSF, on utilisait les technologies 3D que pour ce qu'on appelle la prise d'empreinte. Sauf qu'une fois qu'on a acquis une forme, il va falloir travailler cette forme, il va falloir la rectifier. Avant le partenariat avec MSF et avant tous les échanges qu'on a pu avoir avec Pierre Moreau, on rectifiait nos formes manuellement sur une espèce de mousse. Là, actuellement, on est passé, depuis quand même plusieurs années maintenant, mais on est passé aussi à la rectification numérique des formes. Donc, vraiment, cette rencontre avec Pierre Moreau, elle nous a complètement boosté sur l'utilisation et l'investissement en fait, de l'équipe dans les technologies 3D. Donc, c'est encore une fois, c'est un échange il y a un partenariat qui a été bénéfique, je pense, de tous les points de vue. Pour MSF, le partage de l'expérience, de l'expertise sur la brûlure, qu'a notre équipe, qui est encore une fois, qui a un certain nombre d'années d'expérience dans la prise en charge des brûlés. Et puis, voilà, on a été boosté aussi, nous, sur comment utiliser ces technologies 3D, justement, pour mettre à profit notre expérience, notre expertise pour des patients situés à distance et qui n'auraient peut-être pas eu accès aux soins dans d'autres conditions. D'accord, donc ça c'est un point important effectivement dans les projets de la Fondation, c'est qu'il y a aussi une dimension recherche. Et sur le projet 3D, il y a en particulier une activité recherche sur Haïti. Donc je repasse la parole à Pierre qui peut peut-être illustrer ce qui se passe sur cette dimension recherche dans le cadre du terrain Haïti. Oui, tout à fait. En effet, en Haïti, on prépare donc une étude de recherche donc avec l'équipe de Léon Béra, notamment avec le docteur Chauvineau sur la confection de ces appareillages-là. Donc, on sait que c'est des appareillages qui fonctionnent sur les patients, on sait qu'on a des bons résultats. Par contre, ce qu'on voulait étudier, c'est est-ce qu'un appareillage qui est réalisé dans ces conditions-là, c'est-à-dire à distance, avec une équipe qui va travailler sur l'ordinateur partiellement, est-ce que c'est aussi valable qu'une équipe qui est sur place, qui a aussi l'expertise, mais qui connaît le patient et qui travaille manuellement sur ces modifications, comme vient de l'expliquer Valérie. Et donc, c'est ça qu'on est actuellement en train d'étudier ensemble et avec l'équipe en Haïti. Et pour rajouter un dernier point sur Haïti, c'était important, je pense, pour l'équipe là-bas, pour nous et pour l'ensemble de la Fondation et des MSF, de réaliser cette étude en Haïti pour être aussi réaliste par rapport à nos conditions, aux conditions de travail et à l'environnement humanitaire que représente Haïti. Très bien. Donc, comme on le voit sur ces projets, il y a une dimension traitement de patients et en nombre assez important vu la complexité des solutions mobilisées. Il y a une dimension recherche et puis il y a aussi une dimension urgence. L'association MSF sollicite parfois la Fondation dans le cadre de projets liés à des urgences. Donc, Isabelle, oui, tout à fait. Je crois que c'était en septembre 2020, lors du conflit Nagorno-Karabakh et en Arménie. Il y a eu une alerte, en tout cas, de certaines équipes, pas MSF, mais des médecins qui travaillaient sur place, de la problématique de la prise en charge des brûlés. Et donc, intervention menée par la cellule d'urgence d'MSF. Et donc, on a fait appel
à la Fondation, à l'équipe de Pierre, qui est parti assez rapidement, je pense qu'en début de l'année 21, pour faire une évaluation des besoins. Et puis ensuite, travailler avec des hôpitaux à Yerevan et former ou en tout cas améliorer la prise en charge des patients. Je pense que c'est la première fois qu'on a fait une collaboration urgence MSF Fondation et franchement, c'est un résultat très intéressant pour tout le monde et puis premièrement pour les patients évidemment en Arménie. Alors ça, c'est un point sur lequel on reviendra dans la deuxième partie de la table ronde, c'est que la Fondation essaie d'être le plus intégrée possible avec les pratiques d'MSF pour notamment répondre aux besoins des opérations, y compris des solutions très technologiques. Tout à fait. Il y a une dimension aussi exploration dans le projet 3D, alors sur un autre pays, donc je repasse la parole à Pierre sur le cas de l'Irak, il y a une exploration en cours, et Clara parlera après reviendra sur le projet. Ouais. Effectivement, on a une partie de notre équipe avec Élise Tauveron et Sajdi Mouala qui travaillent avec nous sur le projet 3D. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont actuellement en Irak. Parce qu'une des problématiques qu'on a, c'est que les patients qui sont en Jordanie sont des patients de l'ensemble du Moyen-Orient. Et forcément, à un moment ou à un autre, ils retournent chez eux. Et on l'a compris tout à l'heure, c'est des prises en charge qui sont longues. Donc, leur prise en charge n'est pas tout à fait terminée lorsqu'ils repartent de Jordanie. Le problème, c'est qu'on a souvent une rupture de soins lorsque ces patients retournent chez eux. Donc, en fait, cette équipe-là qui est actuellement en Irak est en train d'essayer de trouver des solutions avec les équipes MSF locales pour essayer de continuer à suivre ces patients dans de bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas de rupture de soins et qu'on ait vraiment une prise en charge adaptée de A à Z. Alors, sur ces principes d'exploration, peut-être Clara et Isabelle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes contre? Alors, peut-être on va commencer avec Clara. Non, Clara ne peut pas parler. Si, Clara peut parler. Il y a d'autres explorations en cours à Gaza et autres, mais pourquoi est-ce que la Fondation se lance sur ce type d'exploration, en fait, sur des projets comme le projet 3D? Qu'est-ce qu'on en attend et pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi on fait ça? Il me semble que c'est compliqué, mais Isa pourra compléter. C'est compliqué d'être dans le feu des opérations avec des contraintes qui sont assez fortes et de pouvoir avoir une prise de recul nécessaire pour identifier un besoin, hiérarchiser, conceptualiser et ensuite trouver, c'est ce qu'on fait à la Fondation, trouver des expertises externes, donc travailler tout un réseau pour nous aider à formuler une solution. On a besoin d'MSF pour s'assurer qu'on est en train de gratter au bon endroit. On a besoin d'MSF pour participer à la conception de la solution. On a besoin d'MSF pour ensuite évaluer, c'est ce qu'on a fait avec Aman dans les premiers temps, évaluer qu'on ne s'est pas complètement planté sur la solution qu'on propose, qu'il y a un vrai bénéfice patient. Et c'est en ça que je vois une vraie complémentarité. Mais c'est vrai qu'au tout départ, quand on a commencé la 3D, on nous disait on n'a pas vraiment entendu de grands besoins sur les patients amputés des membres sup. Et puis, c'était une phrase qui était dite comme ça, un peu un argument d'autorité. Et plus on s'est intéressé à cette population, plus on les a rencontrés, et plus on a vu que le besoin grandissait. Et aujourd'hui, on a une liste d'attente assez conséquente. Et ça reflète un peu que quand on met de l'énergie, de l'expertise et du temps sur une problématique, on va avoir des besoins qui vont apparaître de manière graduelle. Et c'est ce qui fait aussi que sur ce projet 3D, on est toujours en exploration parce qu'au final, on est toujours en train de découvrir des nouveaux besoins et aussi ce qu'a permis la technologie sur, au départ, le membre supérieur. C'est en fait une séquence, c'est utiliser la technologie pour parer au gap d'expertise en local, et c'est ce que Valérie disait, c'est ce qu'on nous a permis avec la technologie d'accéder à des experts qui ne sont pas forcément sur le terrain. Et donc cette technologie sur le membre sub, on s'est dit que ça serait intéressant de l'appliquer sur les masques compressifs pour les brûlés, et aujourd'hui on a plein d'autres idées et plein d'autres champs à explorer, justement parce que Alors, on va reparler des champs à explorer, mais ça serait intéressant d'avoir le point de vue d'Isabelle sur l'exploration, parce que Clara a expliqué que la Fondation a besoin d'MSF pour pouvoir explorer, mais est-ce qu'MSF a besoin de la Fondation et voilà, Oui, parce que du coup, je trouve que ce qui est intéressant sur les projets que mène la Fondation, et puis dans la conception des projets, il y a aussi une question de temps et d'expertise.
que nous, à MSF, on n'a pas forcément toujours dans l'urgence. Et je trouve que la synergie, en tout cas, entre ces besoins qui viennent du terrain et des patients et ce qu'on offre, en gros, à la Fondation, on devient un peu le bras armé de la Fondation pour la mise en œuvre des projets. Cette synergie marche très, très bien. Et effectivement, il y a encore d'autres champs à explorer, mais typiquement, par exemple, sur Amman, aujourd'hui, le projet 3D est complètement intégré à MSF, au projet. Sur Gaza et sur Haïti, reste quand même très en support, évidemment, avec la Fondation, mais il y a déjà ce switch qui s'opère sur l'intégration même des projets. Et alors, comment sont vus les projets de la Fondation par les responsables terrain? Parce qu'on est sur des pas de temps qui sont souvent assez longs. Parfois, on peut amener un peu de complexité dans le déroulement de certaines opérations. C'est vu comme un poil à gratter utile ou alors un truc qui va vraiment apporter des solutions? Pour parler, en tout cas, d'un projet dont je reviens, on en parlera tout à l'heure, sur Haïti. C'est vrai qu'au début, que ce soit le staff, le personnel, les médecins, les chirurgiens et même les kinés, se demandaient mais c'est quoi, pourquoi est-ce que la Fondation vient avec des masques, et même les patients ne comprenaient pas. Et je pense qu'assez vite, voire très vite, on a vu vraiment le bénéfice. Et les patients, les premiers, ont vraiment vu les bénéfices. À Gaza, pareil. Et en plus, à Gaza, beaucoup de choses, pour des raisons de contexte, se sont faites aussi à distance entre la Fondation, nous en intermédiaire, quand je dis nous, les opérations en intermédiaire, et cette synergie se passe très, très bien en fin de compte. Et je pense que les équipes sont même demandeurs et très moteurs d'en avoir plus, quoi. Et voilà, est-ce que de ton côté, tu vois apparaître des demandes ou des idées du type il faudrait demander à la Fondation de faire ci, de faire ça? Alors pas uniquement sur la 3D, évidemment, mais il y a effectivement des idées. Maintenant, je pense que les projets de la Fondation sont mieux connus, en tout cas des terrains MSF, ça c'est sûr. Très bien. Donc, on a essayé d'écrire le projet 3D. Je pense qu'il est relativement bien précisé. Maintenant, on va passer à une deuxième partie de la table ronde qui est d'expliquer un peu le modèle de la Fondation, d'expliquer la fabrique à projet. Donc là, je repasse la parole à Clara qui va nous dire un petit peu quel est le principe fondateur, comment fonctionne la Fondation. Oui, on peut remettre la slide sur la… Bon, j'en ai déjà parlé, en fait, en fin de compte, c'est la conception, le besoin, le fait que grâce à notre implication même physique dans les locaux d'MSF, on a accès aux patients, aux témoignages patients, on a accès aux experts, on a accès aux praticiens et aux besoins qui remontent du terrain. Et c'est comme ça qu'on va se prendre quelques mois en essayant d'être le plus léger possible pour les opérations, pour ne pas les déranger avant d'être sûr qu'on tient quelque chose. On va travailler en collaboration avec le secteur académique, avec des industriels aussi. Sur Antibiogo, on travaille avec des sociétés françaises, américaines. Sur la 3D, on a eu des collaborations aussi avec des Fab Labs et avec une entreprise qui nous a fourni les scanners. Parce qu'on parle de la 3D, 3D, c'est un abus de langage, c'est l'impression, mais ce qui a vraiment tout transformé, c'est le scanner. C'est le fait qu'on puisse demander à l'équipe de Valérie de s'occuper de patients à Gaza ou en Haïti, et qu'au final, on délivre quelque chose qui est, je suis ravie d'avoir entendu dire de sa bouche, de qualité quasi similaire. Ensuite, on fait on est en main dans la main avec les équipes de l'association pour pouvoir démontrer, parce qu'il y a quand même une nécessité de rendu de compte et de démonstration et d'évaluation clinique pour pouvoir s'assurer que la solution qu'on propose offre une amélioration dans la prise en charge. Et en fin de compte, et c'est plus dans ce débat-là que je voulais qu'on rentre, c'est de se dire la période la plus complexe, ce n'est pas la production de produits et de R&D, c'est vraiment comment on va faire que ces innovations de pratique rentrent dans la pratique courante de l'association ou d'autres repreneurs. Et si on n'a pas stabilisé cette phase de passation, cette phase de transit, quoi. On a parlé de tech transfert pendant le Covid, mais c'est de ça dont il s'agit. Le travail de la Fondation sera vite remis en cause et je serai la première à le faire.
pour qu'un projet de fondation soit réussi, il doit être transmis. Donc, pourquoi dans la 3D on va parler du transfert. Donc, je garde la question du transfert du projet 3D pour après, mais juste sur les projets d'innovation, typiquement, il y a 3 grandes phases. Il y a une phase de génération d'idées, il y a une phase d'élaboration du projet. Sur la génération d'idées, il y a un point qui caractérise la fondation, c'est qu'il n'y a pas un foisonnement immense. Il y a l'idée de se concentrer très rapidement sur des projets qui répondent aux besoins de MSF. Et pour ça, par exemple, il y a des enquêtes qui sont menées. Donc, il y a une enquête, par exemple, sur les questions de rééducation. Peut-être que Lisa peut en dire quelques mots, parce que c'est un très bon exemple de l'articulation entre fondation et association sur l'identification de besoins précis. Oui, tout à fait. Ça fait déjà un petit moment qu'on en discutait, mais je pense que nous aussi, au niveau de l'association ou d'MSF, on avait besoin de mieux comprendre un peu la réalité des besoins, notamment, j'irais un peu plus largement sur la rééducation ou la réhabilitation. Et encore une fois, pour des questions d'expertise, de temps, voilà, on a pas mal discuté avec Pierre et Clara et puis le reste de l'équipe. Et là, depuis une semaine, on a lancé une enquête sur tous les terrains d'MSF pour essayer de comprendre quelle était la réalité du besoin de la réhabilitation et pas uniquement dans des projets de brûlure ou de traumato. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine d'hôpitaux et puis même des soins externes et on pense tous, nous sommes assez convaincus, et puis d'autres collègues aussi, qu'on pourrait en faire beaucoup plus. La réhabilitation en pédiatrie, sur des soins complexes, sur des soins palliatifs, et puis aussi comment accompagner la sortie des patients et pérenniser un peu leur réhabilitation. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un point clé, parce que dans la fabrique de l'innovation, comme l'appelle Clara, sur la génération de projets, il y a un soin très très important, si je peux comparer avec ce qui se passe dans différentes organisations, sur l'identification du besoin et le fait que le besoin réponde vraiment à des pratiques de l'organisation. Après, il y a une deuxième phase qui est la réalisation du projet. Donc ça, on en a parlé avec l'idée de partenariat, donc je ne reviens pas dessus. Peut-être juste, on peut évoquer d'autres partenariats. Il y a eu des partenariats importants sur d'autres projets avec tout type de... Enfin, je te laisse en citer, si tu veux en citer un ou deux, et puis après, on parlera du transfert, justement. On en pourra communiquer dessus en 2023, mais on a sur un gros nouveau projet avec le National Cancer Institute américain pour améliorer le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, on a le National Cancer Institute, on travaille avec l'Institut Pasteur de Dakar sur les tests de diagnostic rapide qui manquaient à la présentation des comptes 2021 et cette animation vidéo, c'est que les tests de diagnostic rougeole et méningite, on les a travaillés dans leur caractéristiques avec MSF, mais les producteurs, ceux qui le réalisent, c'est l'Institut Pasteur de Dakar. Donc ça, c'est un point clé sur la production des projets, toujours dans la fabrique, c'est qu'il y a un soin très, très important donné à l'utilisation des ressources et au fait qu'on ne va pas réinventer l'hôtel à chaque fois, on va plutôt essayer de travailler en coopération et d'intégrer des briques qui permettent d'aller vite. Il y a une grande agilité et une certaine vitesse dans le déploiement. Si maintenant, parce que le temps file, on passe à la question du transfert, il y a une question qui peut arriver tout de suite, c'est pourquoi est-ce que ce projet 3D, je reviens au projet 3D, ça fait 6 ans qu'il existe, il est déployé sur pas mal de pays, à la fois en soins, en recherche, en urgence. Pourquoi est-ce qu'il est encore dans le périmètre de la Fondation ? À la fois Pierre, peut-être, et puis Clara. Oui, c'est une bonne question. En fait, il faut voir le projet 3D comme une entité de plusieurs petits projets. Et du coup, ça va revenir coller à ce modèle-là. Comme l'a dit Lisa un petit peu plus tôt, par exemple, le projet à Amman, il est transféré. C'est-à-dire que la partie 3D à Amman, maintenant, elle est à l'intérieur de l'hôpital, elle est gérée, managée, budgétisée par l'hôpital de Amman, qui est géré par Médecins sans frontières. Donc nous, on ne s'en occupe plus, à part pour faire un peu de support, vraiment comme des référents. Et après, il y a d'autres phases du projet, par exemple comme en Haïti, où là, on a démarré la recherche, et là, forcément, on est plus dans une phase de déploiement. Donc en fait, il faut vraiment le voir avec plusieurs entités qui sont ces entités pas déployées au même moment et du coup pas transférées au même moment. Et donc la partie aussi sur la rééducation qui est déjà sur la première phase donc du coup de besoin. Donc il faut vraiment voir cette mosaïque-là et c'est ce qui explique pourquoi, enfin, à mon sens, on a encore ce projet-là, en tout cas sous cette forme-là. Je sais pas si tu veux compléter. Et donc ça fait le lien avec ce qu'a présenté Michel sur les allocations de fonds. Il y a vraiment une allocation dans l'ensemble du cycle de vie du projet avec l'idée de pouvoir ensuite garantir son impact au-delà. Alors sur ces questions de transfert,
Clara, est-ce qu'on est bon à la Fondation sur le transfert? Il y a des questions prévues, il y a des questions pas prévues. Celle-là n'est pas prévue, donc c'est pour avoir une réaction live. Réaction à chaud. Est-ce qu'on est bon? On va le voir parce qu'en fait, la nouvelle mouture de la Fondation, c'est 2016 et on voit que les projets, c'est des projets de R&D. Donc, ce n'est pas des projets, on n'est pas une grosse fabrique industrielle à projet. On préfère garder des projets longtemps et s'assurer qu'ils sont complètement adaptés et que l'association arrive à s'en emparer intégralement avant de basculer sur un autre. Et c'est des choses qui peuvent être longues. Établir des contrats et des collaborations de consortium avec 3-4 partenaires académiques, industriels, c'est des choses qui sont très longues. Pouvoir faire des évaluations cliniques ou certifier un dispositif médical comme Antibiogo, c'est des processus qui sont hyper longs. Et donc, on est sur des phases de projet qui sont entre 2 et 5 ans. Vraiment, 2 ans, c'est incompressible. Et 5 ans, c'est l'idéal, mais c'est une projection qu'on a faite depuis 2016. Donc aujourd'hui, si on fait les comptes, on est en 2022. Effectivement, sur le projet 3D, ça fait 6 ans, donc on est en droit de se poser la question, mais je pense qu'on a déjà bien attaqué la réponse, c'est de se dire, il y a une partie où on renouvelle la recherche sur d'autres applicatifs, et il y a des parties sur lesquelles la passation s'est bien faite. Et je reprends l'exemple de Gaza. Gaza n'a jamais été financièrement sous la Fondation. Et Gaza, c'était une anecdote, mais il y a eu une explosion dans une boulangerie dans un camp. Il y avait déjà le début du Covid, donc ça commence à vraiment cumuler pour limiter les capacités de transfert de personnes ou de matériel. Et on a répondu à un besoin de conseils et de formation tout à distance. Et ensuite, on fait du support occasionnel, mais c'est un projet de l'équipe MSF de Gaza. Donc en ça, je dirais que le projet 3D, dans sa mouture, il est passé. Il est passé et c'est un succès. Il est passé à Amman, il est passé à Gaza. Et si on essaye de faire cette recherche, ce n'est pas juste pour le plaisir de publier, c'est pour pouvoir s'assurer que dans d'autres pays où la production de masques compressifs n'est pas disponible, on peut être garant de la qualité qu'on pourra fournir même sans personne qualifiée sur place. En tout cas, sur la production du masque. C'est vraiment la dernière brique pour la dissémination plus large. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ce principe de transfert, c'est aussi vraiment un des sujets de la Fondation. On travaille d'ailleurs dans la gouvernance pour faire en sorte que les projets qui sont validés techniquement aient vraiment un impact et puissent être déployés. Et ils auront tous des difficultés totalement différentes, suivant que c'est un changement de pratique assez lourd. Si on part de l'introduction d'un nouveau test de diagnostic rapide, la MSF et l'ASSO n'ont pas attendu la Fondation pour utiliser des TDR, comme on dit. Donc, on imagine que quand on aura accompagné la production et la validation clinique de ces tests, on n'aura pas à faire un grand effort. Et c'est à MSF de dire comment on les utilisera, où est-ce qu'on les achète et comment on les met à disposition pour l'impact maximal. Donc, c'est quelque chose qui sera très facilement transféré et sur lequel le producteur n'est pas la Fondation. Il y a d'autres questions, mais sur lesquelles on garde ça pour un autre débat. On a une question d'un des participants qui signale une société française en pointe dans le domaine de l'impression 3D qui est Prodways, effectivement. C'est une société que je connais, qui est à Mantes-la-Jolie ou pas très loin. Et la question est, est-ce qu'on travaille avec Prodways? La réponse est non. La réponse est non. Il y a beaucoup effectivement de prestataires possibles dans la 3D, mais on n'est pas avec Prodways. Avec qui on travaille concrètement sur les équipements et les imprimantes, par exemple? Alors en fait, sur chacun des terrains, on a essayé d'être en collaboration, ou en tout cas, on a essayé de travailler avec des partenaires locaux. Qui sont eux aussi dans la 3D. Par exemple, à Amman, il y avait plusieurs Fab Labs qui avaient développé la 3D. À Gaza, il y a un ingénieur qui avait monté sa petite entreprise qui faisait aussi de l'impression 3D. Et en Haïti, on travaillait aussi avec un centre d'orthoprothésistes qui avait un secteur d'impression 3D qui avait été supporté par d'autres organisations. Donc en fait, le message, c'est que pour chacune des missions qu'on a opérées avec la 3D, on a essayé de créer des liens avec des entreprises ou avec des organisations locales pour essayer aussi d'avoir un transfert, apprendre d'eux, aussi avoir un échange de compétences et que ça puisse bénéficier au terrain où on est actif. Très bien. Merci. Alors, comme je vois que le temps file et qu'on a ensuite un témoignage d'Elisabeth, peut-être un dernier mot à Clara sur les enjeux ou un message clé sur les projets de la Fondation. L'enjeu pour moi, c'est d'arriver à mesure qu'on se définit, on se définit
par le bénéfice qu'on apporte à l'association. Pour moi, l'enjeu, c'est d'arriver à apporter le maximum de complémentarité avec d'arriver à établir un discours en flux tendu de là où on peut être le plus utile, sachant qu'il y a une forte compétition quand même dans les priorités. Il y a une forte compétition dans les priorités et cette question de priorisation est quelque chose et un débat qui nous traverse de manière assez quotidienne. Oui, non, mais c'est sûr que sur l'échelle de priorité, on pourrait imaginer que la 3D, l'appareillage est peut-être un petit bien compte que on n'est pas que sur Haïti, ni Gaza, ni Hamad, ni Irak, et qu'on voit bien qu'on a aussi des demandes de pas mal d'autres terrains pour de l'impression 3D chez les brûlés, et alors qu'on n'est pas forcément présent avec la fondation sur ce projet-là. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des questions d'arbitrage de notre côté à faire, et en tout cas qu'on restera fortement en collaboration avec la fondation là-dessus. Donc, sur ce projet 3D, il y a encore des développements possibles. Alors, comme l'objectif du webinaire, c'est aussi de répondre aux questions posées, je crois qu'on a traité la plupart des questions déjà, avant même pour certaines qu'elles soient posées. Il y a une question technique, ça va être pour Pierre. Et puis ensuite, on appellera Elisabeth pour nous rejoindre. Concernant l'aspect technique 3D, la numérisation pour le masque et le partage des données, notamment à distance, induit-il un délai acceptable pour les patients pour recevoir leur prothèse? Quelle est la part manuelle des reprises? Ah, alors le truc s'arrête. La part manuelle des reprises et je vais déjà répondre au départ. Ouais. C'est une excellente question. Il y a deux choses. Il y a déjà aussi la protection des données, parce que c'est vrai qu'on essaie d'être vigilant sur ça, parce que c'est des données avec des photos de visage, au final. Limiter le plus possible et c'est de contrôler le plus possible les données qui sont transférées entre l'hôpital, entre nous, entre le pays dans lequel on travaille, pour que justement on puisse assurer cette confidentialité patient qui est extrêmement importante. Mais je crois que l'essence de la question, c'était vraiment sur le côté clinique. Et donc là, il faut savoir que c'est des appareillages qui déjà de base prennent un certain temps à être mis en place, à être créés, que ça soit en Europe ou que ça soit et encore plus dans les pays dans lesquels on travaille. Très concrètement, sur un masque, aujourd'hui, avec le process qu'on a par exemple à Gaza, où ils font tout sur place, ils sont autour de 10 jours ouvrés pour pouvoir réaliser le masque. Enfin, vraiment, ils voient le patient, ils commencent le scan et au moment où ils le livrent, ils continuent la rééducation. Donc, c'est des délais qui sont complètement acceptables et qui sont même courts. C'est des choses qui peuvent un peu augmenter quand on commence avec une équipe ou une équipe qui est moins formée. Et pour ce qui est des prothèses, c'est pareil, tout est fait sur place. Donc là, c'est plus long parce qu'on a un processus vraiment aussi de compréhension du patient et donc on réalise des prothèses qui sont uniques à chaque patient. Donc là, ça prend 40 jours. Et pour finir de répondre, quand on a une partie à distance, parce que je crois que c'était surtout ça la question, ça ne prend pas forcément beaucoup plus de temps. Et par rapport au retard clinique, c'est en fait, malheureusement, c'est surtout on le fait en Haïti et c'est un peu gommé aussi par le contexte. C'est-à-dire qu'on a des patients qu'on n'arrive pas forcément à voir tous les jours comme on peut le faire par exemple en France. Et donc du coup, ce délai-là, il est gommé parce qu'au final, quand les patients reviennent pour leur rééducation, leur appareillage est déjà prêt. Donc c'est vraiment des solutions qui capitalisent au mieux sur la technologie et sans compromis sur la qualité, parce qu'il y a vraiment une très bonne performance. Donc, comme le temps file, je vous invite, si vous le souhaitez, avoir plus d'informations, d'aller sur le site de la Fondation, parce qu'il y a des fiches très détaillées qui permettent de bien comprendre. Et puis, j'anticipe sur la réponse de Clara. Vous pouvez envoyer des questions à Clara ou à son équipe. Elle sera très contente de vous répondre. Alors, je crois qu'il faut respecter à peu près l'horaire. Donc, merci Pierre. Merci. Et encore une fois, bravo pour ce projet, parce que c'est un très beau projet, le projet 3D. Et je vais inviter Elisabeth à nous rejoindre. Elisabeth. Donc, Elisabeth est une membre de la gouvernance aussi d'MSF et peut-être tu peux te présenter rapidement, puis ensuite on essaiera d'avoir ton point de vue sur le fonctionnement de la Fondation en particulier. Merci Nicolas, merci de m'inviter d'être avec vous sur le plateau ce soir. Je suis Elisabeth Pochet, je suis avocat droit d'affaires au barreau de New York, mais j'habite en France depuis une trentaine d'années. Je vois ma photo.
c'est pas très récent, hein, il faut que je change peut-être. Donc avocat d'affaires, et je suis assez impliquée dans le monde des startups en France. Je fais partie du conseil d'administration de Femmes Business Angels et je préside le comité d'investissement de WinEquity, un fonds qui investit dans des startups où il y a au moins une femme fondatrice. Donc, Elisabeth, tu as une bonne connaissance, très bonne connaissance du monde de l'innovation et des startups. On a eu l'occasion de discuter pas mal de fois. Comment en es-tu venue à participer aux activités de la Fondation, à faire des dons à MSF ou à la Fondation MSF? Peut-être quelle est l'histoire de cette relation? Oui, non, c'est une bonne question. Et en fait, c'est une histoire familiale. Nous, on a voulu choisir une association pour faire des dons. On voulait quelque chose qui faisait des choses très concrètes, quelque chose qui a fait ses preuves et quelque chose qui portait aussi sur l'innovation. Et donc, on a trouvé et aussi qui était super efficace en termes de ratio de coûts de collecte des fonds et dépenser sur le terrain. Donc ça, tu confirmes que c'est efficace? On a eu une question sur le pourcentage de coûts attribués au fonctionnement et au marketing. De ton point de vue, c'est une fondation qui est efficace. Très efficace. Je confirme aussi, oui, mais oui. c'est mieux si c'est dit par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'on regarde aussi lors de nos réunions du conseil. C'est très efficace, c'est mieux que les normes. Voilà. Et donc, pour nous, c'était très important. Et donc, tous ces éléments vraiment résonnaient avec moi et on a décidé de faire des dons réguliers à la Fondation. Et donc, ça fait quelques années maintenant que tu participes au débat de la gouvernance de la Fondation. Ton évaluation, alors pas seulement en tant qu'avocate américaine, hein, mais que vivant en France et pratiquant les organisations. Tu permets, je fais un petit peu de pédagogie. Normalement, dans un conseil d'administration, on a au moins 2 administrateurs indépendants. Les bonnes pratiques disent qu'il faut avoir 50%. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, avec la Fondation, en fait, on va au-delà de ça. Parce qu'en fait, il y a 2/3 des administrateurs qui sont indépendants. Il y a 3 collèges. Le collège des fondateurs, où il y a des personnes qui viennent du MSF. Il y a Michel qui est le président, il y a Stéphanie, la trésorière, et Isabelle qui est le président. Donc ça, c'est le collège des fondateurs et c'est choisi par les membres du Médecins sans frontières. Ensuite, il y a le collège des donateurs et médecins qui est choisi par les grands donateurs. Et puis, un 3e collège qui est le collège des experts, où ils cherchent des personnes des domaines différents des universitaires, des gens du monde de l'entreprise pour apporter d'autres points de vue et ces personnes-là sont choisies par les 2 autres collèges. Ce qui fait que ça fait vraiment un brassage des idées, 2/3 des personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent challenger les idées des gens de MSF et les débats sont vraiment très riches. Et alors, par rapport au débat sur la gouvernance, Clara va se boucher les oreilles pendant une seconde. Est-ce qu'on a une influence? Est-ce que la gouvernance a une influence sur le fonctionnement de la Fondation ou alors est-ce qu'il nous mène totalement par le bout du nez en fait? C'est une question classique dans la gouvernance de beaucoup d'organisations. Est-ce qu'on a un rôle à jouer? C'est une très bonne question et moi, je trouve qu'on a notre rôle à jouer et qu'ils sont à l'écoute, ils viennent solliciter nos idées et qu'on vient challenger. On a des débats qui sont riches. Est-ce que toi, tu vois ça d'une autre façon? Non, je partage, mais moi, je pose les questions, donc j'ai le rôle facile. Alors, dernier point peut-être pour encore une fois respecter l'horaire. Julie, tu me dis si on a un peu de temps ou si on arrête. Je pense qu'on a traité toutes les questions, mais dernier point qui fera le lien avec l'intervention initiale de Michel sur le financement des projets. On a vu qu'il y a des projets qui sont souvent assez longs, qui supposent pas mal de ressources. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je pense ce qui est le plus important, c'est de parler autour de nous pour que les gens aient connaissance du travail de la Fondation. Parce que MSF est connu, et surtout connu pour ses interventions dans l'urgence, dans les zones de conflit, et on connaît beaucoup moins bien le travail qui est fait par la Fondation. Et quand je parle autour de moi, les gens ils sont émerveillés. C'est étonnant ce que la Fondation a fait, les projets qu'ils ont menés à bien, et moi je trouve que les gens veulent s'associer à cette belle aventure qui est la Fondation. Donc, il faut contribuer financièrement, sachant que les euros sont bien utilisés. Il faut contribuer, mais il faut aussi faire connaître la Fondation, parce que moi, je trouve faire connaître, les gens souhaitent contribuer. Ça va de soi. Enfin, c'est tellement une super bonne association qui fait l'impact, le vrai impact réel. Et maintenant, que oui, les gens contribuent, je trouve, dans mon expérience. Elisabeth, merci à tous pour votre participation et vos réponses. Clara, je te laisse le dernier mot et je te passe mon micro, même comme ça, c'est vraiment le dernier. Alors, merci pour votre conclusion et toute cette partie qu'on n'avait pas répétée. Je
Je vous assure qu'on ne vous a pas payé. Je suis très honorée de travailler avec vous et de toute votre disponibilité sur ces dernières années et sur des aspects aussi complexes qui nous attendent, notamment sur les modèles hybrides, les business models possibles pour arriver à pérenniser toutes les belles innovations qu'on... merci à vous et merci à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Et on reste disponible pour toutes les questions. Merci Isa aussi d'être prêtée au jeu ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.